Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Chers auditeurs, nous vous invitons à rejoindre des milliers d'autres personnes qui ont déjà transformé leur vie grâce au livre audio « Cette douleur n'est pas la mienne. Comment briser le cercle de la transmission familiale » de Mark Wolynn. Ce livre audio bouleversant révèle comment nos angoisses, nos douleurs chroniques ou encore nos pensées obsessionnelles peuvent trouver leur origine dans les traumatismes non résolus de nos parents, grands-parents, voire arrière-grands-parents. S'appuyant sur les dernières découvertes en neurosciences et en psychologie transgénérationnelle, Mark Wolynn propose une méthode innovante pour identifier et briser les schémas familiaux hérités. Ce livre audio est un guide précieux pour tous ceux qui souhaitent se libérer du poids invisible du passé et reprendre le pouvoir sur leur bien-être, tant émotionnel que physique. Première partie. La toile des traumatismes familiaux. 1. Les traumatismes perdus et retrouvés. Le passé n'est jamais mort. Il n'est même pas passé. William Faulkner. Requiem pour une nonne. Une des caractéristiques du traumatisme, aujourd'hui prouvée scientifiquement et connue de beaucoup d'entre nous, est l'incapacité qu'il provoque en nous à exprimer clairement ce qui nous arrive. Non seulement les mots nous manquent, mais notre mémoire est également affectée. Lors d'un incident traumatique, nos pensées peuvent s'éparpiller et se désorganiser de telle manière que l'on n'associe plus correctement les souvenirs à l'événement originel. Au lieu de ça, des fragments de souvenirs sous forme d'images éparses, de sensations physiques et de mots sont entreposés dans notre inconscient et réapparaissent parfois plus tard à l'occasion d'un événement qui n'a plus rien à voir avec l'expérience première. Une fois déclenchés, ces souvenirs fragmentés nous font revivre des aspects du traumatisme originel dans notre vie quotidienne. Inconsciemment, nous reproduisons parfois avec certaines personnes des événements ou une situation qui, en empruntant des schémas familiers, anciens, renvoient au passé. Sigmund Freud avait identifié ce phénomène il y a plus d'une centaine d'années. La répétition du traumatisme, ou la compulsion de répétition, comme l'appelait Freud, n'est autre que la tentative de l'inconscient de rejouer ce qui n'a pas été résolu, comme pour nous corriger. Ce besoin inconscient de revivre des événements passés pourrait bien être un des mécanismes en jeu quand les familles répètent des traumatismes irrésolus de génération en génération. Carl Jung, contemporain de Freud, pensait également que ce qui reste inconscient ne se dissout pas, mais, au contraire, refait surface dans nos vies comme un mauvais sort ou une grâce. En d'autres termes, nous sommes sans doute condamnés à répéter des processus inconscients tant que nous n'en prenons pas conscience. Jung, comme Freud, avait remarqué que tout ce qui est trop difficile à traiter ne disparaît pas pour autant, mais au contraire, relégué dans notre inconscient. Freud et Jung avaient observé chez leurs patients la manière dont des éléments de leur vie, jusque-là bloqués, étouffés ou refoulés, ressurgissaient dans leurs mots, leurs gestes et leurs comportements. Pendant les décennies qui ont suivi, les thérapeutes ont interprété ces signes comme des lapsus, des actes manqués, et les vus en rêve comme des éclaireurs indiquant les régions de l'innommable et de l'impensable dans la vie de leurs patients. Les découvertes récentes en imagerie ont permis aux chercheurs de démêler les fonctions cérébrales et physiologiques qui lâchent ou se détériorent lors d'épisodes accablants. Bessel van der Kolk, psychiatre hollandais, est connu pour ses recherches sur le stress post-traumatique. Il explique que lors d'un traumatisme, la région du langage ne fonctionne plus et que le cortex préfrontal médial, la partie du cerveau qui régit les expériences du moment présent, n'opère plus. Il apparente la terreur de se retrouver sans voix au moment du traumatisme à une épreuve qui consiste à chercher ses mots, un phénomène courant quand les chemins qu'emprunte le cerveau pour se souvenir sont entravés par la menace ou le danger. Quand les gens revivent leurs expériences traumatiques, dit-il, les lobes frontaux s'abîment et par conséquent, ces gens ont du mal à penser et à parler.
ils ne sont plus capables de communiquer précisément ce qui se passe, ni à eux-mêmes, ni aux autres. Cependant, tout n'est pas que silence. Les mots, les images et les impulsions qui se diffractent après un événement traumatique ressurgissent pour former un langage secret de la souffrance que nous portons en nous. Rien n'est perdu, les morceaux ont simplement été égarés. Aujourd'hui apparaissent de nouvelles tendances en psychothérapie qui, en plus des traumatismes de l'individu, incluent comme partie constituante les événements traumatiques survenus dans la famille et dans l'histoire sociale. Quelles qu'elles soient et quelle que soit leur gravité, les tragédies telles que l'abandon, le suicide et la guerre, ou la mort précoce d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, peuvent envoyer des ondes de choc dévastatrices qui se répercutent d'une génération à une autre. Les progrès récents établis dans les domaines de la biologie cellulaire, des neurosciences, de l'épigénétique et de la psychologie du développement soulignent à quel point il est important d'explorer au moins 3 générations d'histoire familiale afin de comprendre le mécanisme qui commande la répétition de motifs traumatiques et douloureux. L'histoire qui suit en est un exemple frappant. La première fois que j'ai rencontré Jess, il n'avait pas dormi une nuit entière depuis 1 an. Les cernes noires qu'il avait sous les yeux trahissaient son insomnie, mais son regard vide suggérait une histoire plus profonde. Jess n'avait que 20 ans, mais en faisait au moins 10 de plus. Il s'est écroulé sur mon canapé comme si ses jambes ne pouvaient plus porter son poids. Jess m'a expliqué qu'il avait été un athlète remarqué et un étudiant brillant, mais que ses insomnies répétées l'avaient plongé dans une spirale de dépression et de désespoir. Par conséquent, il avait arrêté ses études et avait même abandonné la bourse d'études sportives pour le baseball, pour laquelle il avait tant travaillé. Il cherchait désespérément de l'aide pour remettre de l'ordre dans sa vie. En l'espace d'1 an, il avait consulté 3 médecins, 2 psychologues, un spécialiste du sommeil et un naturopathe. Aucun d'eux, me dit-il d'une voix monocorde, n'avait pu l'aider, ni lui donner de piste. Jess, les yeux quasiment rivés au sol pendant qu'il me racontait son histoire, avouait qu'il était à bout de nerfs. Quand je lui ai demandé s'il avait pensé à un élément déclencheur qui aurait pu causer ses insomnies, il a secoué la tête. Jess n'avait jamais eu de problème de sommeil jusqu'au jour où, peu après son 19e anniversaire, il s'était soudainement réveillé à 3h30 du matin. Il était frigorifié, tremblait et ne réussissait pas à se réchauffer quoi qu'il fasse. 3 heures et quelques épaisseurs de couverture plus tard, il avait été saisi d'une peur étrange qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, la peur qu'une chose atroce advienne s'il se rendormait. « Si je m'endors, je ne me réveillerai plus jamais. » Dès qu'il recommençait à somnoler, la peur l'assaillait et il se réveillait à nouveau. Le même phénomène s'est répété la nuit suivante et celle d'après. Bientôt, l'insomnie est devenue pour lui un supplice récurrent. Jess savait que sa peur n'avait rien de rationnel, mais il ne parvenait pas à l'éradiquer. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.